Yaorana et Maeva, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de l'émission spéciale Utoa Fare avec Thomas Danzenbourg sur le thème comment instaurer un climat de paix en couple et en famille. Nous avons parlé dans la première émission du travail sur soi, dans la deuxième émission du travail sur le nous, le couple, et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la famille, le nous et les enfants. Je vous rappelle que vous pouvez revoir les deux premières émissions spéciales sur la plateforme TNTV Replay. Yaorana, Thomas. Athéna. Merci d'être avec nous encore ce soir pour parler de ce thème qui tient particulièrement à cœur aux familles polynésiennes, la famille justement. Donc avant de commencer, je souhaiterais que l'on reprenne les points essentiels de l'émission précédente. Juste pour rappel, nous avons parlé du travail individuel dans un premier temps, puis du travail en couple. En gros, quels sont les points à retenir pour une vie harmonieuse en couple? J'ai rappelé que dans le couple, il y a trois êtres vivants. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et nous est un être vivant, qui est né quand on s'est rencontrés, qui a grandi, qui a fleuri, qui a eu son temps d'enfance et d'adolescence, et puis d'état adulte, nous l'espérons, mais qui a pu tomber malade, qui a pu se fatiguer, qui a pu peut-être même s'anesthésier, et qui a donc besoin de toi et de moi pour s'entretenir. Le nous a besoin de toi et de moi pour s'entretenir. Nous avons besoin de prendre soin de ce troisième être vivant, et c'est de l'ordre du jardinage. Nous avons besoin régulièrement de prendre du temps pour nourrir et entretenir la relation, comme on entretient tout, sa maison, son jardin, sa voiture, ça ne va pas fonctionner tout seul sans qu'on s'en occupe. Donc lorsque le nous est bien entretenu, après on peut encore mieux s'occuper des enfants et de la famille entière. Lorsque le couple est donc en accord, qu'il est soudé, qu'il y a des décisions à prendre pour les enfants, réinstaurer un climat de paix au sein de la famille est beaucoup plus simple, j'imagine, lors des décisions. L'un et l'autre se soutiennent lorsque l'enfant n'écoute pas, par exemple. Ça, c'est l'idéal et ça arrive, hein, ça existe. À mon sens, pour commencer, l'autorité d'un parent ne doit pas être contestée par l'autre. Est-ce que je suis dans le vrai? Ça dépend de ce que tu entends par le mot autorité. Nous avons souvent une vieille conception de l'autorité qui est dans un rapport de domination. Quelqu'un d'autoritaire impose sa décision à quelqu'un qui est supposé la subir. Eh bien, ce système ne fonctionne plus. La conscience d'aujourd'hui s'éveille et plus personne n'a envie de subir. Nous avons envie de collaborer, de partager, de co-décider et bien sûr d'être inspiré et d'avoir de la structure dans nos vies. Mais nous pouvons transmettre de la structure autrement que par l'imposition d'un ordre. Et lorsque l'on parle d'obéissance, je nous invite à voir, en tant que parent, je suis parent moi-même, que souhaitons de nous, de nos enfants? Souhaitons-nous qu'ils exécutent ce que nous leur demandons dans la peur, parce qu'ils se sentent menacés, ils risquent une privation de sortie ou d'internet ou d'argent de poche? Est-ce que nous souhaitons que nos enfants agissent dans la peur, ou est-ce que nous souhaitons qu'ils agissent par la bonne compréhension de ce qui fait sens et de ce qui permet la joie de vivre ensemble? Choisissons. Si c'est la première, la peur, etc., je vais imposer, punir, et ça va être un massacre vraiment pénible pour tout le monde. Et tôt ou tard, le gamin s'enfuit, ou il s'enfuit, pas peut-être physiquement par la fugue, mais sur Internet, etc., ou peut-être même dans des drogues, parce qu'il n'y a pas de nous. Si c'est l'autre climat, je souhaite que mon enfant puisse partager les valeurs, que l'on puisse se donner des repères signifiants et structurants, que je puisse sentir qu'il y a de la collaboration et du partage dans la famille, eh bien, je vais prendre soin de la qualité de la relation. Et je ne vais plus imposer les choses, mais créer, et ça se crée petit à petit, parce que ce n'est pas d'un coup, un climat de collaboration. Et c'est pour ça que c'est précieux de démarrer dès que possible avec l'enfant dès le bas âge. Évidemment, je crée dès l'enfance un climat de collaboration et de partage. Et pour ça, l'outil de la communication non violente se révèle très très précieux. Et justement, quand cette communication non violence n'a pas été inculquée dès le départ et qu'elle est prise à l'adolescence, par exemple, les parents prennent conscience qu'il est important de parler de façon différente à leurs enfants. Est-ce que c'est rattrapable à cet âge-là, à 14 ans par exemple? Oui, j'ai acquis cette confiance qu'on peut repasser sur pratiquement tout pour changer les choses. On peut dire à un moment à son gamin de 14 ans, désolé, jusqu'ici, j'étais un peu prise dans un vieux modèle d'autorité avec le système de punition-récompense. Tu es puni si tu fais mal, tu es récompensé si tu fais bien, et je t'ai dressé comme un petit chien-chien. C'est pas comme ça que je veux te traiter. Je souhaite que nous vivions comme des êtres humains qui nous respectons, et je veux changer la façon de faire. Et voilà, je suis en train d'apprendre d'autres notions. Je vais les instaurer petit à petit, et je voulais
voulais savoir si tu es d'accord d'en faire un partenariat. On va essayer de vivre ensemble autrement. Et je prends donc mon enfant comme un partenaire du système éducatif, plutôt que comme un Kobe qui va tester ma pauvre façon de faire, qui est souvent copié-collé de la tradition et de ce que j'ai vu comme modèle précédemment. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment très très important de changer nos systèmes parce qu'ils ne fonctionnent plus et que les enfants se rebiffent par rapport à ce que nous attendons d'eux dans cet ancien système-là. Et heureusement que d'autres approches existent et je vois la puissance qu'il y a à créer dans la famille un espace de collaboration, partage, intelligence collective, parce que c'est comme ça que le monde de demain va vivre, dans des rapports de collaboration, plus dans des rapports de pouvoir. Mais j'imagine que c'est quand même un travail de longue haleine. L'enfant doit être surpris déjà de ce discours qui change d'un coup. Il ne va pas l'assimiler tout de suite, si? Sans doute pas d'un coup, mais peut-être qu'on peut partager, je ne fais pas la pub pour mon travail, mais indirectement, pourquoi pas, des notions qui se trouvent maintenant pas sur YouTube. Moi-même, je développe beaucoup sur Instagram des petites séquences de quelques minutes qui indiquent comment on peut rencontrer les enjeux tout autrement. En quittant, on a évoqué dans les sessions précédentes la culture du malheur, qui est un des mécanismes autobloquants, l'habitude de voir ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qu'on ne veut pas, plutôt que de voir l'ensemble, et en commençant par ce qui va bien. Mais il y a un autre mécanisme autobloquant qui est les rapports de force, domination, soumission, agression, punition, manipulation, etc. Beaucoup de systèmes manipulateurs dans nos éducations. Si tu es gentil et que tu ranges ta chambre, tu pourras avoir ta sortie ce week-end. Mais est-ce que c'est de l'amour ou du marchandage ? C'est du chantage. Oui. C'est surprenant. Et donc, on entretient un monde qui commercialise les rapports humains plutôt que de faire les choses parce qu'on a le goût de contribuer mutuellement au bien-être les uns des autres. Mais ça demande de se défaire d'un ancien système de pensée qui est les rapports de force, domination, soumission et d'apprendre à vivre les rapports humains comme de la collaboration et du partenariat. C'est compliqué, hein, parce que j'avoue que moi, parfois, je dis, si tu ranges pas ta chambre, oui, tu seras privé de sortie. Donc, et puis, on a l'habitude de punir. Est-ce qu'il est possible d'élever un enfant sans punition, sans chantage ça fait de nous des mauvais parents de faire tout ça. Alors ne nous jugeons pas, nous sommes tous en route et en évolution. C'est clair que le système de punition-récompense est inscrit dans l'humanité depuis des millénaires, comme si c'était le seul. Et c'est clair que lorsque un enfant transgresse une valeur qui est précieuse pour le nous, pour la vivre ensemble, c'est très important de sanctionner qu'il y a eu transgression. Mais nous pouvons apprendre à sanctionner sans punir. Sanctionner, c'est dire, là, tu as enfreint une valeur qui est précieuse. Par exemple, imaginons que l'enfant n'a pas respecté une règle de la vie de famille qui est que, par exemple, on arrête la télévision et les écrans à 9h du soir. Et qu'on est convenu là-dessus, on a discuté ensemble, on est d'accord que ça sert le sommeil de chacun et la bonne humeur de chacun, parce que quand on manque de sommeil, on manque de bonne humeur, donc le vivre ensemble s'en ressent. On est convenu qu'on arrête tout à 9h30 pour bien se reposer, par exemple. Et s'il y a eu sanction de ça, et que l'enfant a lu, on va indiquer, tu as transgressé une valeur qui est précieuse. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Parce que cette valeur, à mes yeux, est très importante. Si nous sommes devant les écrans jusque tard, on ne dort pas assez, on s'énerve, on est distrait. Et pour moi, la paix dans la famille commence par là. Qu'est-ce que tu en penses ? Et on repasse là-dessus. On indique que cette valeur est importante. On vérifie si l'autre a compris pourquoi et s'il adhère. Et s'il n'adhère pas, on va aller voir pourquoi. Et on crée du nous. On crée du dialogue, mais on a dépassé le rapport de force où à coup de gourdin, je dis c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que ça crée la fuite de l'autre ou la soumission. Or, ni la fuite ni la soumission ne rend les gens responsables. Ce que nous souhaitons, c'est que l'enfant devienne responsable et qu'il adhère à des valeurs précieuses et qu'il accepte les conséquences inconfortables du choix des valeurs. Si effectivement, je reconnais que le temps de sommeil est précieux pour les études, pour la vie de famille, pour le bien-être et pour la santé, j'accepte qu'effectivement, ça suppose que j'éteigne ma lumière et mon écran à un certain moment pour me mettre dans mon lit. Mais ça demande quand même une certaine maturité. Ça demande une maturité que nous avons tous besoin d'apprendre à développer. Et c'est bien l'enjeu, Taïna. Nous avons besoin de plus de maturité que les systèmes précédents, qui étaient encore de façon très brutale dans des rapports guerriers, même dans la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important, si nous voulons plus de tendresse dans le monde, de commencer à quitter les rapports guerriers dans la famille et d'y rétablir des rapports de tendresse. Alors le mot bienveillance est précieux, d'autant plus qu'il a été très mal compris, notamment en métropole, toute une querelle par rapport à l'éducation dite bienveillante, dont certaines personnes ont dit c'est laisser tout faire, oui. C'est des enfants rois, des enfants tyrans qui prennent toute la place, les parents démissionnent. Écoutons le sens du mot. Il s'agit de bien veiller. Je veille.
comme un guetteur, comme une sentinelle sur les enfants, sur l'éducation, sur les valeurs à transmettre, sur l'hygiène de conscience à développer, sur la qualité du nous, de la façon dont on règle les désaccords et les conflits, d'accepter qu'il y a des conflits, d'accepter qu'on va les vivre en s'assoyant pour se parler, se donner de l'empathie et se comprendre, accepter que c'est pas parce qu'on ne s'est pas rejoint aujourd'hui qu'on n'est toujours pas d'accord, qu'on s'aime pas, on s'aime toujours, même si on est en conflit, et on verra demain si la nuit ne nous a pas un peu inspiré, si on ne peut pas laisser passer le souffle dont nous parlent toutes les traditions pour nous éveiller à plus grand que nous, et sans dire que nous pouvons dépasser nos petits égos. Nous avons vraiment donc besoin de dépasser ces vieux formatages pour créer une autre façon d'être ensemble. Et ça, vraiment, ça s'apprend petit à petit. Petit à petit, parce que ça prend du temps et j'imagine que les enfants qui n'ont pas cette maturité-là, d'essayer d'écouter, de comprendre les choses, parfois se bloquent et c'est un petit combat quand même. C'est pour ça que ces enjeux, à mes yeux, et je ne suis pas le seul à dire, nous sommes nombreux dans ce type d'approche, à souhaiter qu'elle fasse partie de la scolarité depuis la maternelle, que tout enfant qui va à l'école, à côté de lire, écrire et calculer, qui sont les 3 piliers fondamentaux à travers la planète de la scolarité, apprenne à savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui me met en joie, dans une heureuse expansion de moi-même, quels sont mes talents et comment je peux les mettre joyeusement au monde. Mais j'ai aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me divise, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me met en rage et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer ma colère aux autres. Cet apprentissage de la gestion des émotions devrait être un apprentissage citoyen de base. Je rappelle que je développe dans mon travail cette notion d'intériorité citoyenne. Je prends du recul par rapport à ce que je crois être moi, qui est seulement mon action-réaction par rapport aux événements. Je cesse d'être en action-réaction. Je suis posé à l'intérieur de moi-même pour agir autrement. D'accord, j'aimerais qu'on parle de petites situations concrètes. Volontiers. Donc, lorsqu'on a plusieurs enfants qui se disputent, comment gérer le conflit? En les invitant à s'écouter mutuellement. Toujours l'écoute. Toujours l'écoute. Alors, on peut accepter une part de la dispute parce que ça fait partie aussi des apprentissages. Peut-être qu'à un moment, ils vont voir qu'ils sont lassés de se disputer et ils vont venir se dire, on se dispute tout le temps, maman, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, ça sera peut-être l'occasion, puisqu'il y a une demande, de leur dire, ça vous irait de voir comment on peut gérer ça autrement. Et donc, la demande viendra d'eux. Et vouloir que l'éducation des enfants se passe sans aucune friction, sans aucun conflit, c'est complètement utopique. Il y a aussi un apprentissage très bénéfique à vivre des conflits avec son frère, sa sœur, le petit voisin qui vient jouer, le cousin, la cousine, etc. Ça fait partie des apprentissages. Mais si c'est vraiment récurrent et que ça peut finalement taper un peu sur les nerfs, de pouvoir leur dire, écoutez, moi j'en ai marre d'entendre des cris, j'aimerais qu'on puisse apprendre tous ensemble en famille à régler les conflits autrement. J'ai envie de vous en donner le modèle moi-même d'abord, et on revient à l'idée d'être un adulte inspirant, qui, lorsqu'il y a conflit et désaccord, au lieu de gueuler, apprend à dire les choses d'une façon qui les rende audibles et qui fasse sens et qui donne envie de collaborer et de contribuer au projet. Et puis, j'invite les enfants à s'asseoir et à dire, bon, pourquoi tu n'es pas d'accord? Toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et j'invite l'autre à écouter. Écoute. Et puis, je dis à l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Et j'invite l'autre à répéter ce que l'autre a dit. Est-ce que tu as compris ce que l'autre a dit? Parce que tu as envie d'être compris, toi. Donc, est-ce que tu es d'accord de le comprendre d'abord? Et puis j'inverse. C'est dire, toi, qu'est-ce que tu voudrais? Ah, toi, tu voudrais ceci ou ça. Tu peux répéter ce qu'il a dit? Et j'invite aussi à travailler l'écoute. Okay. Ce qui est très, très difficile, parce que la plupart du temps, on ne s'écoute pas, on se parle à travers. Or, écouter, j'adore le mimer. C'est très difficile pour la plupart d'entre nous, parce que écouter, c'est la ferme. C'est difficile. Il y a une espèce de compulsion d'intervention en nous. Nous ne savons pas écouter. Nous allons dire oui, mais je ne suis pas d'accord parce que... Et on se parle à travers. Alors, c'est un exercice, qui est le premier exercice que je fais dans tous mes stages, faire prendre conscience aux gens qu'ils ne savaient pas écouter. Vous ne saviez pas que vous ne saviez pas écouter. Vous pensiez écouter parce que vous disiez oui, mais je pense que à ta place, il est temps que tu... Moi, de mon temps, j'aurais... Beaucoup de parents fonctionnent comme ça. Oui. Et ce n'est pas de l'écoute. L'écouter, c'est la charrue, pour tenter de comprendre ce que cet humain vit. Et l'idée, c'est d'instaurer un climat de respect. Je souhaite du respect et de l'écoute pour ma posture. Donc, le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour ta posture. Et donc, quand on n'est pas d'accord, je commence par t'écouter parce que je souhaiterais obtenir ce climat d'écoute en retour. Et on crée un mouvement qui soude du nous. C'est... Pour moi, des apprentissages citoyens de base. Si nous souhaitons qu'il y ait un jour un monde sans guerre, eh bien, ça demande que nous sachions éviter la guerre à la maison. Exactement.
J'aimerais passer à une autre situation pour les plus petits, par exemple, qui n'ont pas cette maturité d'écoute à la base. J'ai vu des enfants faire des crises dans les magasins parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, les Eh oui. bonbons, les jouets. Comment faire pour éviter ce genre de situation? C'est l'apprentissage de la frustration. Comment gérer la frustration? Ah, ah oui, ça c'est encore Comment autre. accepter que la vie comporte des frustrations? C'est vraiment ça qui nous fait grandir en maturité et passer de l'état d'enfance, adolescence à l'état d'adulte. C'est la capacité à accueillir et à comprendre que les frustrations font partie de la vie et que je ne peux pas tout obtenir tout le temps, immédiatement. Donc on n'est pas obligé de céder pour que le bébé se calme. Ah Il faut ben lui non, là vous lui expliquer. donnerez une dépendance à la satisfaction immédiate de son désir. Vous allez en faire un être dépendant au lieu de faire un être autonome Mhm. et de pouvoir peut-être en discuter anticipativement, de pouvoir dire nous allons au supermarché. Dans le supermarché, tu vas avoir à hauteur de tes yeux, très habilement placées, toutes sortes de choses tentantes et qui sont mises justement à portée des enfants pour que les enfants aient envie des bonbons, des jouets, des t-shirts, etc. Eh bien, nous allons voir que c'est pas facile de résister à la tentation. Une partie de nous voudrait tout acheter, tout avoir et tu auras envie de me dire maman, maman, j'ai besoin, j'ai besoin. On va essayer de le faire sans acheter tout ça. Tu as des livres à la maison, tu as assez de t-shirts pour t'habiller, tu as des beaux crayons pour aller à l'école, tu as reçu des jouets de ta marraine pour ton anniversaire. On va se contenter de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et on prépare le terrain pour éviter la crise dans le supermarché où l'enfant se jette au sol en tambourinant parce Mhm. qu'il n'a pas ce qu'il voudrait. C'est une éducation de nouveau, hein, Merci, ça c'est avec un bon l'enfant conseil. comme partenaire et pas comme soumis. Parce que le scénario inverse, c'est si tu me fais une crise dans le supermarché, je te donne une bonne trempe ou je te Oui, supprime ceci ou je te ça. punis. Ah, ou je te punis, voilà. Vieille J'aimerais habitude. J'aimerais passer à une autre situation, un peu plus délicate, celle-ci. Une maman voit son adolescent ou son enfant de plus en plus déprimé lorsqu'il va à l'école. Il craint d'y aller le matin. Elle se doute qu'il se passe quelque chose et elle n'arrive pas à établir un dialogue avec cet enfant. Elle soupçonne du harcèlement. En général, ça peut être ça aussi. Comment gérer ce genre de situation? Alors, c'est une situation extrêmement préoccupante et j'ai énormément d'empathie pour la difficulté à se rencontrer parce que l'enfant peut être effectivement muselé par la peur de nommer ce qui se passe, l'inconfort de reconnaître qu'il se fait harceler et l'impression qu'il est faible et fragile. Et de nouveau, nous aurons évidemment un immense bénéfice à avoir dès l'enfance créé un climat de profonde sympathie entre les membres de la famille et de nous sécurisant où on peut se parler de tout. On peut nommer les doutes, on peut nommer les peurs, on peut nommer les chagrins, on peut nommer les hésitations, les débats intérieurs. Si nous avons réussi à créer ce climat où on peut se parler de tout, eh bien, s'il y a un moment d'inconfort dans la vie sociale, la tablée familiale ou le retour à la maison au goûter sera l'occasion de dire « Maman, je ne suis pas bien parce qu'il se passe ceci dans ma vie ». C'est le rêve que j'ai, c'est que nous sachions créer des climats où cette simplicité de rapport humain, profondeur, fasse qu'on a un secours familial immédiat. Mais ce n'est pas le cas dans bien des familles. Et parfois, les enfants vont dire « Mes parents vont me rabrouer en disant « T'es trop fragile, défends-toi, renvoie-lui un poing dans la gueule ». Et puis, on n'est pas écouté, on ne s'est pas déposé. Or, beaucoup d'enfants sont très sensibles, très délicats. Aujourd'hui, il semble qu'une plus grande sensibilité se fasse jour dans les êtres humains qui arrivent sur la planète. Je le vois dans mon travail d'accompagnement, de beaucoup d'hypersensibilité. Nous avons besoin d'être attentifs à ça pour gérer avec d'autres outils. Et donc, prendre du temps d'empathie et de présence et d'attention. Et si l'enfant a du mal à parler, tenter d'aller voir par empathie. Est-ce que tu es inquiet de me dire ce qui se passe à l'école parce que tu as peur d'être jugé? Hein? Est-ce que tu es triste et tu ne sais pas trop comment gérer ta tristesse? On va tenter par la démarche empathie de comprendre les sentiments et les besoins de l'autre. Petit à petit, avec beaucoup de respect, pour créer ce climat d'ouverture où l'autre va enfin peut-être pouvoir poser ce qu'il vit. Et clairement, je souhaiterais que l'ensemble du personnel éducatif soit très attentif à ces mécanismes de harcèlement et développe des antennes pour percevoir les climats dans lesquels les choses ne se passent pas de façon respectueuse. Parfois, quand justement l'enfant n'est pas entendu, il passe à l'acte et au suicide. C'est arrivé très souvent et trop souvent à mon sens. Donc imaginons que l'enfant est passé à l'acte, il a terminé à l'hôpital, mais il est sauvé bien heureusement. Comment la famille, les enfants, la fratrie et les parents doivent se comporter avec cet enfant fragilisé qui a voulu sauter la vie? En travaillant
profondément la compréhension de la mécanique, si j'emploie ce mot qui est très réducteur, mais qu'est-ce qui émotionnellement a amené cet enfant à cet acte désespéré? Qu'est-ce qui s'est accumulé en lui comme pression, qu'il a mis sous pression? Souvent, j'évoque l'image de quand nous ne savons pas comment gérer nos émotions, nous mettons de côté les sentiments désagréables. Rappelez-vous la première émission, je disais souvent, nous jugeons les sentiments négatifs. On ne veut pas les voir, je suis en colère, c'est pas grave, je suis triste, c'est pas grave, je suis déçu, c'est pas grave. Et je ne gère pas parce que je juge négatif. Et donc, j'empile dans une sorte de cocotte minute intérieure. Je mets ma colère dans ma cocotte, je mets ma tristesse, ma solitude, mon désarroi, mon ras-le-bol, je dis des oui gentils alors que je pense non, tout ça rentre dans la cocotte, qui n'est pas statique, elle est posée sur le feu du temps qui chauffe. Et il y a beaucoup de couvercles sur la cocotte. Familiaux, souvent on m'a dit, il ne faut pas se mettre en colère, et on n'est pas triste, il ne faut pas avoir peur. Et gros couvercle familial, mais souvent dans la religion, on remet une couche, on ne se met pas en colère, tout va bien. Et puis il y a des couvercles sociaux, si je me montre en colère ou triste, mes copains ne vont pas m'aimer. Beaucoup de couvercles sur la cocotte. Mais elle n'est pas statique, le feu du temps chauffe, et tôt ou tard, paf, ça explose. Et la plupart du temps, la violence conjugale, familiale, mais sociale, celle qui déborde parfois dans nos rues, dans nos manifestations, sont l'expression d'une accumulation de frustrations qui n'ont pas trouvé l'occasion de se dire, de se nommer dans un climat de confiance pour pouvoir retrouver un partenariat avec les autres. Et donc le suicide est notamment le fruit d'une accumulation de solitude, désarroi, tristesse, incompréhension, difficulté à trouver sa place, à être reconnu, etc. Et à un moment, je suis sous pression, je pars en dépression et la seule chose que j'envisage, pardonnez le mauvais jeu de mots, c'est la suppression de cette existence trop pénible. Nous voyons de nouveau l'enjeu fondamental de la connaissance de soi, qui n'est plus du tout du développement social, qui n'est plus du tout du développement dit personnel, qui est vraiment du développement social, pour éviter que de plus en plus de jeunes se suicident de plus en plus tôt, ce qui est malheureusement un phénomène social aujourd'hui extrêmement affligeant. Nous avons besoin d'être vigilants par rapport à ça. Et pour en finir sur le suicide, parfois certains se servent de ça pour du chantage. Si tu me donnes pas ce que je veux, si tu veux pas ce que je veux, je me suiciderai. Ça marche aussi dans les couples, hein. Il y en a qui... Comment réagir à ce genre de chantage-là? En étant à l'écoute de la désespérance qu'il y a derrière, faire de la place à la désespérance. Quand tu me dis que si je te passe ça, tu te suicides, est-ce que tu es tellement désespéré parce que tu aimerais tellement obtenir ceci ou ça que la seule solution que tu envisages, c'est ça? Et donc, j'apprends à nommer ce qui se passe. J'ai pas peur de nommer que l'autre est désespéré, je n'ai plus peur. Mais tant que je ne sais pas gérer ma propre désespérance, parce que je l'écoute jamais et je l'ai mise dans la cocotte, si l'autre est désespéré, je ne veux pas le savoir. Parce que ça active ma propre désespérance, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et de nouveau, nous voyons cet enjeu. Si moi, je suis familier de mes moments de désespérance et de peut-être parfois avoir eu cette idée, je vais me supprimer parce que j'en ai marre, à qui ça n'est pas passé par la tête, c'est quand ça arrive quand même, eh bien, si je suis familier de cohabiter avec moi-même, je peux être proche et cohabiter avec l'autre dans sa désespérance et lui montrer de l'empathie et lui montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de résoudre l'enjeu que d'envisager le suicide. D'accord. Pour finir, il y a aussi la situation des familles recomposées. Bon, on a entendu il n'y a pas très longtemps avec des amis que ça pouvait très très bien se passer, hein. J'ai des amis pour qui ça se passe très bien, les familles recomposées qui même font des repas ensemble, etc. Mais dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants, mais aussi pour les parents ou les valeurs ajoutées, on va dire. Comment gérer ça quand au bout de quelques années, l'enfant n'accepte pas le parent, ou bien que le parent n'accepte pas l'enfant qui arrive? Là, c'est encore un autre problème. Il faudrait peut-être une autre émission pour en parler, j'imagine. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on a encore 3-4 heures pour faire le tour de tout ça? C'est des enjeux d'une grande complexité et le risque serait d'être très sommaire là-dessus. De nouveau, comment apprendre à s'écouter profondément, se parler finement et accepter que nous avons chacun nos rythmes et pas souhaiter que tout le monde ait le même rythme et soit d'accord au même moment. Ben non. Certaines familles qui ont pu trouver une belle ambiance à travers des couples décomposés, recomposés, ont souvent mis du temps à trouver le modus operandi, si je puis dire, la façon, le pas de danse qui va être confortable, où on ne se marche pas sur les pieds, mais on a du plaisir à vivre ensemble. Donc, intégrer le temps comme un ingrédient. Le temps n'est pas un ennemi, nous sommes souvent précipités par le temps, c'est une tragique habitude, c'est un des enjeux d'aujourd'hui, apprendre à ralentir et à retrouver un rapport au temps doux et à reconnaître que le temps est un ingrédient pour beaucoup de choses. C'est le temps qui fait mûrir les fruits et les légumes dans les jardins, hein. C'est un allié pour nos projets.
C'est le temps qui nous permet de décider quelque chose et petit à petit de s'acheminer vers le projet. Et donc, dans les relations familiales, c'est d'utiliser l'ingrédient du temps en apprenant régulièrement à se parler, à envisager, à rêver de comment ça pourrait être, à nommer le rêve de qualité de relation qu'on voudrait vivre, même si c'est pas du tout ça qu'on vit, à accepter les peurs, les réticences, et petit à petit faire que les tensions se dissolvent. Une peur, lorsqu'elle est dite, nommée et écoutée, se dissout petit à petit. Je vois ça systématiquement. Mais une peur qui n'est pas vue et que l'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas reconnaître, s'enfle de plus en plus. Donc, de nouveau, la connaissance de soi est la clé du vivre ensemble. Mais justement, là, l'émission, enfin, on arrive au terme de l'émission. Pour la clôturer en beauté, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ces 3 émissions regroupées, la recherche de soi et la reconnexion à ses propres émotions, la paix dans le couple et la paix en famille? Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, allez, on va dire en 1-2 minutes, faire un résumé de tout ça? Nous sommes dans un changement de société considérable. Les chercheurs, les prospectivistes, en tout cas ceux que je lis, que je rencontre dans des articles, etc., nous disent que nous sommes dans une bascule qui est équivalente à celle qui a prévalu entre le Moyen-Âge en Europe et la Renaissance, en tout cas, je parle de l'Europe évidemment. Et que donc nous sommes vraiment en train de quitter un ancien paradigme pour aller vers un nouveau. Un paradigme, c'est un système de pensée, un système de croyance qui a maintenu une société. Et ce système s'écroule assez fort. Les rapports de pouvoir, la culture du malheur, le goût du drame, l'habitude de la guerre, etc. Et nous allons vers autre chose, plus d'intelligence collective, plus d'empathie, plus de créativité, plus de partage de la décision. Et nous sommes dans une transition qui n'est pas très claire. Et un des enjeux, comme toute transition bien sûr, nous avons donc besoin profondément de cesser d'entretenir le problème et de décider de participer à la solution. Et de se dire, là où je suis, avec les moyens même menus que j'ai, et dans l'univers peut-être très restreint qui est le mien, mais qui est mon couple ou ma famille, j'apporte la qualité d'être que je voudrais voir se répandre à travers le monde. Et je souhaiterais que nous puissions intégrer cette proposition de Gandhi que beaucoup de gens connaissent, « Be the change you want to see in the world ». Sois, là où tu es, le changement que tu voudrais voir se répandre dans le monde. N'attends pas que le changement vienne à l'extérieur. Intègre-le, incarne-le. Et c'est ça que je souhaite que nous puissions percevoir. Nous avons cette capacité en nous, changeons-nous, de changer nos écosystèmes. Et c'est extrêmement puissant. Merci beaucoup Thomas pour tous ces conseils. J'espère et je souhaite qu'ils seront entendus par de nombreux Polynésiens. Merci. Merci Théna. Je peux rappeler aussi que nous pouvons te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu donnes également des formations en ligne sur la communication non violente, sur différents thèmes qui touchent le couple, la famille. On peut trouver sur mon site qui est mon nom, Thomas Dansembourg. D'accord. Et c'est une rencontre formidable. Merci beaucoup encore Merci, pour Théna. tout ce que tu nous as apporté pendant ces 3 émissions sur TNTV. L'émission se termine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions avec Thomas Dansembourg dans Utua Whare spécial sur le TNTV Replay. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.